Alors bonjour toutes et tous. Je remercie tout d'abord l'IFCE pour m'avoir proposé d'animer cette table ronde. C'est toujours un plaisir de partager nos expériences. Donc je suis Véronique Cherubin-Venancio, je suis instructrice d'équitation, j'accueille un public en situation de handicap depuis une quarantaine d'années, et ça pique un peu, mais je le dis. Je suis aussi expert fédéral pour la Fédération française d'équitation, pour l'accueil de ce type de public, et je suis Equicoach. Pour animer cette table ronde, j'ai souhaité m'entourer de professionnels compétents qui vont se présenter. L'une d'entre nous a malheureusement été en difficulté pour venir physiquement, donc vous la découvrirez après notre présentation par vidéo. Donc, rebonjour. Blandine Cossarieux, donc équithérapeute, enseignant d'équitation. Je suis aussi, excusez-moi, expert fédéral équihandi pour la Fédération française d'équitation. Et du coup, j'interviens sur l'association Le Pied à l'étrier. Bonjour à tous, merci Véronique de m'avoir invité à cette table ronde. Donc je suis David Piriou, je suis un ancien soignant rééducateur, j'étais orthoprothésiste. Donc je m'occupais beaucoup des enfants en situation de handicap et beaucoup dans les MAS et dans les IME, les CAMS, etc. Donc je connais bien le milieu du handicap. Parallèlement, je me suis formé, je suis devenu Gestalt thérapeute, donc j'ai fait une formation pendant 5 ans. Je suis aussi Equicoach, formé par Guillaume Antoine, et j'ai mon BPGEPS formé par François Guillard à Nantes. Et j'ai aussi une dimension entrepreneuriale où j'accompagne des cavaliers sur la dimension psychologique. Et en lien avec ce qu'on va voir là, j'ai aussi animé et créé un groupe de soutien à la parentalité dédié aux papas, qui s'appelait La Pause des Papas, que j'ai animé il y a quelques années. Bravo pour les papas. Juste avant la présentation d'Audrey, donc le thème de la table ronde, ce sera de parler du rôle du cheval médiateur dans l'accompagnement de la vie familiale. Et nous avons choisi de vous présenter un cas. En fait, Audrey, qui vous allez voir en vidéo dans quelques instants, va nous présenter un cas. Et nos 3 personnalités, en fonction de ce que l'on souhaite proposer à la famille et à cette éducatrice, ça permettra d'apporter un regard différent et complémentaire. Et bien sûr, en sachant que personne ne détient la vérité et que nos échanges après l'intervention seront tout aussi intéressants. Donc, on peut présenter Audrey en vidéo et elle nous présentera son cas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Audrey Langlois, je suis éducatrice spécialisée, travailleur social, qui accompagne les personnes en difficulté, qui propose une éducation spéciale, c'est-à-dire adoptée en fonction des besoins de chaque personne, afin de favoriser leur insertion et leur intégration en soutenant leur autonomie. Dans ma pratique diversifiée, en associatif, en milieu hospitalier, auprès de mineurs, auprès de majeurs, j'ai très souvent utilisé le vivant et en particulier la médiation animale. J'ai aujourd'hui la chance de solliciter plus précisément des professionnels du monde équin avec des compétences propres à chacun. J'aimerais leur soumettre une situation familiale car les regards croisés sont toujours source d'enrichissement et la complémentarité bénéfique aux personnes accompagnées et à leur entourage. Cette famille, je la connais par le biais d'un jeune, nous allons l'appeler Gaspard. La situation rapportée se situe quand il va sur ses 16 ans. Alors, il est l'aîné d'une fratrie de 3 garçons et à ce moment, son plus jeune frère, âgé de 6 ans, entre en CP. Le concernant, la famille met en avant des colères. Le cadet entre en CM1, il a 9 ans et son père rapporte qu'il souffre de TOC. Ces comportements qui mobilisent certes les parents sont sans commune mesure avec les difficultés de Gaspard et je vous parle pas de sa myopie. Le couple parental s'est rencontré alors que monsieur effectuait un stage chez le père entrepreneur de madame. Ce dernier est décrit positivement par madame et son décès récent a accentué sa profonde tristesse antérieure. Concernant sa mère, elle décrit une relation toxique, en partie due à une alcoolodépendance qu'elle a tenté d'aider comme elle a pu. Lors des 16 ans de Gaspard, elle dit avoir pris de la distance pour pouvoir se préserver. Et Gaspard, lui, il voulait plus être en contact avec sa grand-mère à cause de ses crises
et parce qu'elle parle mal à tout le monde. Du côté de monsieur qui est peu loquace, on sait que ses parents étaient divorcés et que depuis les relations étaient conflictuelles avec sa mère au point de rompre tout contact jusqu'au décès de cette dernière. Et on sait que les enfants côtoient parfois leur grand-père paternel durant les vacances essentiellement. Donc bon, c'est dans cette dynamique familiale qu'arrive Gaspard, qui n'était pas attendu, ce sont les propos des parents. Et la grossesse et l'accouchement se sont déroulés sans problème. Il est décrit comme un bébé très calme, qui échangeait peu. Toutefois, les parents vont rapidement s'inquiéter. Alors, ils disent qu'il est calme, mais il rapporte un sommeil perturbé avec des réveils fréquents. Il marchera vers 13 mois, mais il n'aura pas le langage lors de son entrée en maternelle. Il est mis à l'écart, décrit comme fatigable, anxieux, dans sa bulle, avec une absence de participation. Il présente dès le début de sa scolarité des retards importants dans les apprentissages. Et à son entrée en CP, il pleurera durant les 6 premiers mois. Les relations des parents de la famille avec le corps enseignant est qualifiée de tendue par les parents, car Gaspard est décrit comme feignant. Il a pu être victime aussi de moqueries de la part des autres élèves. Il est aussi rapporté. Il présentera par ailleurs des balancements. Il est à noter une absence de pointage et d'imitation. Et les différents professionnels de santé qui ont été sollicités demandaient à la famille d'attendre. Il y a quelques particularités sensorielles qui ont aussi été décrites, comme la gêne vis-à-vis de la lumière, mais aussi du bruit. Madame a pu dire que Gaspard pleurait dans les magasins, par exemple. Et il peut être aussi sensible à certaines odeurs. Donc en effet, les parents, ils ont eu recours à des psychologues. Et un bilan orthophonique a été réalisé, a écarté tout problème d'audition, mais a mis en avant une dyslexie, une dysorthographie, ainsi qu'une dysgraphie. Les soutiens psychologiques sont arrêtés à l'initiative de la famille, qui ne voyait pas d'amélioration. Et des tests ont été réalisés qui, schématiquement, montrent qu'il n'y a pas de déficit intellectuel, hein, la fonction cognitive est satisfaisante, mais une AVS est aidée pour aider à la reformulation, et ça c'est fait dans le cadre d'une consultation médicale spécifique qui écarte une problématique autistique. Donc le tableau à l'entrée de ses 16 ans, Gaspard se présente toujours de façon introvertie, en retrait. Il a tendance à éviter la relation avec les autres, adultes comme enfants et ados. Il a du mal à soutenir le regard et la relation semble un peu plus aisée quand il performe. Il peut parfois se présenter de façon assez rigide et tyrannique. Et il est en très très grande difficulté pour verbaliser ses émotions et il répond toujours par des mots-phrases. Alors ces angoisses peuvent se traduire par le fait qu'il peut se ronger son index et elles sont telles en fait que malgré des aménagements d'emploi du temps avec un dispositif Ulysse dont il va bénéficier à partir de la 6e qui avait été demandé antérieurement mais qui n'avait pas été accordé et la famille avait demandé du coup un redoublement en CM2. Malgré ça, Gaspard, il est en incapacité en fait de se rendre au collège. Il était accompagné par sa mère en véhicule car c'était impossible pour lui de s'y rendre à pied ou en prenant le bus. Hein, ça a eu aussi des conséquences sur la reprise d'activité professionnelle de madame. Et donc il est envisagé pour cette période de ses 16 ans un redoublement de 3e avec Neide. Et Gaspard avait comme perspective de travailler dans les jeux vidéo. Bon, en tout cas, cet arrêt de se rendre au collège est vécu par la famille comme un réel soulagement qui a diminué de façon très significative ses cauchemars, ses angoisses dès le dimanche, tous les matins avec vomissements, maux de tête et de ventre. À la maison, Gaspard reste beaucoup dans sa chambre une fois qu'il s'est assuré que tout était en ordre dans la maison. Il n'a pas véritablement d'amis, il peut parler peut-être de façon un peu plus privilégiée à un jeune via les réseaux qui pratique. À la maison, il joue peu avec ses frères qui l'agacent, hein, c'est ce qu'il dit, et envers lequel il a pu se montrer assez agressif, hein, verbalement mais aussi physiquement. D'une manière générale, les garçons sont assez proches de leur maman.
Et Gaspard ne souhaite pas trop partager de temps privilégié avec son papa. Madame, elle a pu dire que monsieur ne s'investissait pas assez auprès de ses enfants. Elle explique qu'avant les 3 ans des enfants, monsieur ne montrait pas d'intérêt, c'est les propos qu'elle emploie, et qu'elle le force en fait à s'occuper d'eux. Monsieur de son côté a pu se dire heureux d'être père et en même temps inquiet à la fois. Toutefois, il est plutôt rassuré par les compétences de sa compagne. Alors, ils tentent désormais ensemble de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent de part et d'autre. Ils font ce qu'ils peuvent à la lumière de leur histoire respective. Et je suis certaine que vous ne resterez pas insensible au tourment de cette famille et que la pluralité de vos propositions ne pourra que les soutenir dans leur vie familiale. Je compte du coup sur vous, afin de m'éclairer sur l'origine du travail que vous pourriez indiquer, ce que vous relevez par rapport aux éléments un peu grossiers que je vous transmets, et les raisons des bénéfices que chacun d'entre eux pourrait tirer. Ça fait quoi votre truc, et pourquoi ça fait ça par rapport à la relation avec le cheval spécifiquement. Les remarques, les questions et critiques seront tout aussi précieuses à mon sens pour compléter non pas l'accompagnement, mais plutôt les différents accompagnements équins qui peuvent sûrement être envisagés en fonction de l'expérience et des compétences propres à chacun. Voilà, je pense que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Bon meeting à tous, je vous remercie. Alors merci Audrey, c'est bien, elle est juste en face de nous, c'est cool. Merci pour votre confiance Audrey. Alors avant d'exposer ce que je pourrais imaginer comme accompagnement, en préambule, je pense que la plus grande majorité d'entre vous sont bien au courant de l'importance d'un lieu sécure pour accueillir nos personnes en difficulté, mais il y a peut-être des jeunes professionnels qui, pour qui ça pourrait attirer l'attention. Le lieu sécure, il est hyper important et il n'est pas toujours facile à avoir en centre équestre. Quand je parle d'un lieu sécure, c'est d'un lieu calme, d'un lieu serein, d'un lieu un petit peu enveloppant. En fonction des créneaux horaires dont vous disposerez, il faudra peut-être éviter le jour du fumier quand il y a la musique à donf et que tout le monde bat le rythme pour la fourche, le débourrage du 3 ans dans l'autre partie du manège, l'arrivée du quart des scolaires, etc., etc. Bref, on va essayer, et c'est pas toujours facile quand on est intervenant de l'extérieur, on va essayer de privilégier des moments où on pourra avoir le plus de calme possible. Pour rappel, Gaspard a, comme beaucoup de personnes, des difficultés dans des ambiances un petit peu sonores. Donc le lieu sécure, le choix du partenaire, évidemment on est sur le thème du cheval, en tout cas de l'équidé. On fait aussi des choses merveilleuses et je fais des séances absolument passionnantes avec le chien. Avec la tortue, j'ai un peu moins de recul. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'équidé, l'animal privilégié. Pourquoi le cheval ? Peut-être parce qu'il nous accompagne depuis 4500 ans. Il est à nos côtés dans les pires moments et dans les meilleurs moments. Peut-être aussi qu'il a des similitudes avec nous. Alors je m'étendrai pas là-dessus parce que ça n'est pas le propos, mais vous connaissez tous la communication non verbale. Mon chemin le chemin que je vais proposer à Audrey, ça ne sera pas de renforcer la communication non verbale de Gaspard, mais peut-être que en apprenant ce qu'est la communication non verbale chez le cheval et du coup en le renvoyant en lui-même et à ce qu'il peut utiliser comme communication non verbale, ce sera peut-être un chemin pour l'amener en tout cas vers une meilleure communication du coup verbale avec ses pairs, avec sa famille. Le cheval, il a en similitude avec nous, il a bien sûr les émotions. Alors ça paraît évident pour tout le monde, en tout cas pour toutes les personnes présentes, j'espère, dans cette salle. C'est pas évident sur le plan social, puisque à titre d'anecdote, le cheval était considéré comme un bien meuble dans le Code civil jusqu'en 2015. C'est en 2015 qu'il a été reconnu comme un être un être vivant doué de sensibilité. Et 2015, c'était hier, donc les choses avancent, mais pas toujours très très vite. Donc ce cheval, il a en commun la communication non verbale, les émotions. Dans l'accompagnement que je vais proposer à Audrey, je proposerai plutôt le poney. Alors pourquoi le poney ? Parce que je vais accueillir une fratrie, des enfants de taille et d'âge différentes. Je vais accueillir les parents. Et le poney va avoir aussi un côté rassurant. Et surtout, il va pouvoir être polyvalent pour ce que je veux mettre en œuvre sur le plan pédagogique.
Alors, je vais proposer à Audrey d'accueillir Gaspard dans un premier temps seul. Alors, pourquoi Gaspard et pas ses deux frères, enfin l'un de ses deux frères? Peut-être parce que Gaspard est mentionné comme étant l'enfant présentant le plus de difficultés, d'une part. D'autre part, parce qu'il est l'aîné de la fratrie, et ça me semble assez pertinent dans le fait de prendre une place ou de trouver une place, de faire appel à lui. Donc une fois que j'ai le lieu sécure, que j'ai défini l'accueil de Gaspard, après un accueil individuel qui sera, quand le moment sera venu, en partenariat, en concertation avec les professionnels du soin, j'intégrerai la famille. Donc une fois que j'ai tout ça, je vais mettre en place, enfin en tout cas me fixer des objectifs pour ce garçon et pour la famille. Il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir évoquer tous les objectifs que l'on peut mettre en place. Donc je m'attacherai qu'aux principaux. Je vais chercher à provoquer, ou en tout cas à les mettre sur un chemin d'une meilleure communication. C'est en améliorant la communication avec l'animal que j'espère pouvoir guider Gaspard vers une meilleure communication avec ses pairs. Je souhaite mettre la mise en place d'un climat de coopération au sein de cette famille. Coopération dans le sens de partage d'une œuvre commune et dans le sens du partage, justement. Et c'est bien l'objet de nos accompagnements, d'amener cette famille et les membres de cette famille à partager quelque chose ensemble. Je vais m'attacher à renforcer, enfin à créer ou renforcer le lien. On a beaucoup parlé de lien depuis 2 jours et c'est vraiment un élément essentiel, je pense, de nos accompagnements. Donc le lien de Gaspard, entre Gaspard et sa fratrie, le lien entre Gaspard et ses parents et notamment son papa et inversement. Je vais essayer de mettre en œuvre tout ce que je pourrais pour permettre à chacun de trouver sa place ou de définir ou de redéfinir sa place au sein de la famille. Et l'objectif final sera d'instaurer un climat de confiance partagé, finalement, qui sera pour moi gage d'un meilleur équilibre de la famille. Alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres objectifs. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Eh bien, je vais privilégier une approche en travail à pied, déjà pour des raisons logistiques, puisque je pars de mon poney d'âge et de taille différentes. Ensuite, parce que le travail à pied me semble être le meilleur moyen, en tout cas, d'unir toutes ces personnes dans une même action. Je vais m'inspirer de l'équifile. Alors l'équifile, discipline fédérale mettant en place l'exécution d'un certain nombre de difficultés par un binôme humain, cheval ou poney, dans une optique compétitive. Alors, bien évidemment, je ne vais pas du tout aller dans cette optique compétitive, mais je vais m'inspirer, en tout cas, de ce qu'on peut mettre en place en équifile pour pouvoir apporter une dynamique à cette famille et pour pouvoir mettre en place un fil directeur dans ma progression. Donc, la progression, je vais la décrire sommairement. Je vais passer par toutes les étapes que vous connaissez, bien sûr. Je commencerai par... donc, je reçois Gaspard tout seul. Je vais lui proposer d'accéder à un endroit où plusieurs poneys sont en liberté. Je vais lui proposer de choisir. Il le fera ou pas. Peut-être qu'il le choisira parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il est moche, parce qu'il est beau, parce qu'il lui rappelle quelque chose, ou peut-être qu'il ne choisira pas. Il n'y a vraiment aucune règle. Peut-être que ce sera aussi le poney qui va le choisir, mais c'est en tout cas important de privilégier ce moment de rencontre parce que c'est vraiment un moment privilégié et qui va permettre de poser les bases. En tout cas, je le souhaite dans l'esprit de Gaspard. Donc une fois qu'il a choisi son poney ou qu'il a été choisi par le poney, je passerai par toutes les étapes de pensage qui lui permettront évidemment de créer du lien avec le poney, de se mettre en confiance. Ça me permettra aussi d'instaurer un lien de confiance entre Gaspard et moi, entre le poney et Gaspard et entre nous trois. Bien sûr, les notions de consignes de sécurité seront abordées. Et puis, une fois que ces étapes qui prendront le temps qu'elles prendront, hein, on n'est vraiment pas dans des notions d'espace-temps contraintes. Donc, une fois que notre Gaspard sera prêt, je vais le guider sur des parcours de maniabilité, donc proche de l'équifile. Tout d'abord dans un lieu un peu sécure, qui sera le manège ou la carrière. Mais je pense qu'il sera important très rapidement de l'emmener
de le sortir du centre équestre, notamment pour ce Gaspard qui passe la majorité de son temps enfermé dans sa chambre et qui a de grandes appréhensions, en tout cas, à sortir de son univers. Donc je pense que tout ce que je pourrais mettre en place dans la forêt ou dans le village sera salutaire. Une fois que Gaspard sera donc en confiance sur de la maniabilité et en concertation avec notamment Audrey, je proposerai donc l'intégration de la famille, de la fratrie, et ça me semble être hyper intéressant en tout cas j'espère arriver au fait que Gaspard, tout à coup il prend une place d'être sachant et d'être surtout de personne qui va vouloir transmettre à sa fratrie et aux parents. Donc évidemment on a permis à ce moment-là, j'espère, à Gaspard de gagner en estime de soi, de gagner en confiance, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir au monde extérieur. Ce sera important pour sa fratrie de voir ce frère différemment, ce frère qui est toujours enfermé et qui partage rien. Eh bien, tout à coup, ce frère, il a quelque chose à leur apprendre, et vraiment la force du lien, elle commence à ce moment-là. Alors, j'intégrerai ou pas d'autres poneys. C'est difficile à dire à l'avance. Ça me semble assez pertinent de les mettre en binôme. Ça me semble assez pertinent aussi de démarrer de commencer rapidement par le binôme de Gaspard et de son papa, puisque son papa partage beaucoup de choses avec les petits frères, mais absolument rien avec Gaspard. Je peux espérer que le regard du papa soit aussi modifié dans ces situations-là. Donc, globalement, mettre cette famille en situation ludique, de partage, de création de liens, les aider à ce que chacun trouve sa place, et je pense que ce sera les guider vers une relation de confiance partagée, en tout cas le gage d'un épanouissement pour ce garçon Gaspard, et par ricochet pour chacun d'entre eux de la famille. Voilà ce que j'aurais à proposer à Audrey. Alors, j'aurais une proposition un peu différente pour Gaspard. Alors, on est tous de terrain et c'est hyper dur de faire des propositions sur quelque chose de virtuel. Parce que moi, je suis quelqu'un de terrain et j'aime bien sentir les gens et les voir en vrai avant de leur proposer des choses. Mais moi, ce que j'entends de ce garçon-là, c'est un jeune qui exprime peu ses émotions, qui est très très angoissé, qui a limite développé des phobies a priori de l'école et au moins du monde extérieur, parce que là où il se sent bien, c'est sa chambre, et qui a très peu de valorisation de lui-même. Et du coup, quand même, ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même une dynamique familiale, même si elle est ce qu'elle est, mais il y en a une, parce qu'il y a quand même... on a pu interroger la maman, on a pu interroger le papa, donc c'est que quand même, les parents peuvent être accessibles et ont envie de bien faire pour leurs enfants. Peut-être qu'ils s'y prennent pas correctement, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais quand même ils sont là. Et ça, c'est pas le cas de tous les petits patients que je vois défiler. Et donc, du coup, je trouve ça chouette qu'il y ait quand même une dynamique familiale qui est a priori plus portée par la maman. On sent que la famille repose sur le dos de la maman. Et qu'il y a quand même une envie d'aide pour ses enfants. Moi, je partirais vraiment... Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, la première rencontre, mais c'est sûr que dans un premier temps, je voudrais avoir des séances en individuel avec Gaspard pour qu'il y ait un lien de confiance qui se crée entre nous. Parce que j'aimerais l'emmener tout de suite sur du mouvement. Et une intervenante ce matin parlait de tout ce qui était électrique autour du cheval.
Et moi, j'ai besoin d'aller sécréter des hormones chez Gaspard. Et pour ça, j'ai un super outil qui s'appelle le cheval, un super partenaire. Et donc, j'aimerais tout de suite, rapidement, si Gaspard me fait confiance, le mettre à cheval et pas à poney, parce que du coup, j'envisage de faire plein de choses avec Gaspard. Il a quand même 16 ans. Je ne connais pas sa physionomie, mais je voudrais le mettre à cheval parce que je voudrais que Gaspard tout de suite ressente les sensations des allures. Et donc, moi, je m'appuierai plutôt sur l'activité de la voltige. Pourquoi je vais utiliser la voltige? Parce que j'ai besoin d'un Gaspard disponible à la communication. J'ai besoin d'un Gaspard moins anxieux. Et pour ça, je vais utiliser en fait le cheval aussi comme sécréteur d'hormones et notamment d'ocytocine. L'ocytocine, elle va être créée par le mouvement du cheval. Et plus le mouvement du cheval va être important, plus la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de plein de choses, mais c'est sûr de la socialisation. Et surtout, cette hormone stoppe la sécrétion d'une autre hormone, qui est la cortisol. Et la cortisol, c'est vraiment l'hormone du stress. Donc cet enfant-là est bourré de cortisol parce qu'il est très anxieux pour beaucoup de choses. Et notamment, Audrey nous décrit qu'il fait des balancements. Tout le monde pense balancement, autisme. Ouais, peut-être qu'a priori le diagnostic d'autisme a été repoussé. N'empêche que il a besoin peut-être de ces balancements pour sécréter cette ocytocine, pour pouvoir stopper cette montée de cortisol qui lui provoque cette angoisse. Donc moi, je vais lui proposer, plutôt qu'il se balance tout seul, je vais lui proposer de le balancer et d'utiliser mon cheval d'abord au pas, au trot et puis au galop pour pouvoir sécréter un maximum d'ocytocine, pour pouvoir apaiser cet enfant et stopper ces montées de cortisol. Et après, peut-être, je ne connais pas Gaspard, je ne sais pas où je peux l'emmener, mais c'est ce que j'aurais envie de faire. Peut-être qu'un Gaspard va être disponible pour exprimer ses émotions. C'est sûr que quand on se met sur un cheval au galop, ça ne rend pas indifférent. Peut-être on peut avoir peur. Et en vrai, pour avoir mis énormément de gens en voltige, alors soit au trot ou au galop, la première sensation qu'a tout le monde, c'est de se marrer, c'est d'avoir un sourire pour ceux qui sont un peu plus introvertis et vraiment de rigoler à la première fois que le cheval se met au trot. Vous mettez un petit enfant qui n'a jamais fait de cheval sur un poney, vous lui faites faire 2-3 petites foulées de trot comme ça. La plupart du temps, ils se marrent tous. Parce que du coup, on a provoqué cette ocytocine, parce que du coup, c'est l'hormone du bonheur, du plaisir. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'aimerais partir de cette sécrétion hormonale pour pouvoir avoir une meilleure disposition pour la communication. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah oui, super. Est-ce qu'on recommence? Ah non, c'était horrible. Ok. Et peu importe ce que ça provoque, mais au moins, j'ai une réaction de la part de Gaspard. J'espère que ça sera des réactions positives. J'espère que du coup, cette besoin de cortisol, d'ocytocine, va pouvoir l'emmener plus loin et qu'il va m'en redemander. Et que du coup, je puisse utiliser la voltige aussi après pour vraiment le valoriser. Pouvoir faire le moulin, se mettre debout, se mettre à genoux au galop, voilà, jusqu'où je peux l'emmener. Pour que, après, dans un second temps, je puisse introduire la famille. Dans un second temps, j'introduirai la famille. Alors, je ne sais pas comment la famille serait d'accord pour le faire, mais moi aussi, j'aimerais un temps personnel entre Gaspard et son papa, et un temps différent avec maman et la fratrie. J'aimerais par exemple, proposer à maman d'être spectatrice de ce que ses enfants peuvent faire et de ce que ses enfants peuvent faire sans elle. Ça me paraît important, du coup, parce que elle est vraiment au centre de la famille. Et en fait, c'est super, madame, mais ils sont capables de faire des choses sans vous. Et là, il a 16 ans. Il est capable de faire des choses sans vous. Et vous pouvez toujours être une maman, même si vous n'êtes pas. Et il a besoin de votre regard, par contre, pour montrer que, pour sa valorisation. Et par contre, du coup, je le laisserai mettre à cheval ses petits frères.
pour qu'il retrouve sa place de grand frère. Le grand frère qui va proposer des choses au petit frère et être aidant sur comment se positionner, ne pas avoir peur, que lui reste à côté, pour ceux qui connaissent la voltige, en monteur ou en parade, pour montrer comment on fait des figures, voilà. Et je pense que ça serait un moment qu'ils auraient à partager aussi entre frères. Mais je proposerais un moment un peu plus spécial avec le papa, et de mettre aussi le papa à cheval, pour qu'il puisse y avoir du coup aussi peut-être un échange, quelque chose qui se passe entre eux, qu'ils aient une histoire, qu'ils aient vécu que tous les deux, un moment personnel, pour recréer du lien avec toute cette famille. C'est une proposition. Alors, à moi donc. Alors moi, en tant que Gestalt thérapeute, je vais déjà. La Gestalt, c'est une thérapie de l'ici et maintenant et de la relation, du lien. Et donc, dans l'ici et maintenant, je vais m'adapter aussi à ce que je viens d'entendre, à ce qui a été dit dans les 2 derniers jours. Et pour être ici, du coup, devant vous, là, de façon intéressante pour vous et confortable pour moi, j'ai besoin, au-delà de dire des choses si possible intéressantes, c'est que j'ai besoin de créer une connexion et du lien avec vous. Et pour ça, je dois rechercher un alignement en moi, travailler si possible ma congruence, c'est-à-dire que ce que je vis à l'intérieur soit raccord avec ce que je montre à l'extérieur. Et on sait que les chevaux, ils sont par exemple très sensibles. Et donc je vais avoir besoin pour être aligné, avoir un corps en bonne santé, prendre soin de mon alimentation et de mon sommeil par exemple, et aussi d'avoir une capacité à avoir l'esprit clair, de gérer les émotions qui sont là, de gérer mes pensées, et donc pour ça il faut avoir une estime de soi à peu près solide et à peu près stable, et aussi un attachement le plus sécure possible, qui vont dire que même si je ratais ma prestation, que j'avais du mal à m'exprimer, que je me dise c'est pas si grave, je vais rentrer chez moi, j'ai mon camp de base, et les gens vont continuer à m'aimer quand même. Et moi je vais aussi porter ça en moi, dire ok, j'ai raté, mais je continue de m'aimer quand même. C'est-à-dire que je ne perds pas ma valeur. J'accepte que j'ai raté un truc, j'en tire les conséquences, mais je ne perds pas ma valeur. L'estime de soi, tout le monde arrive assez bien à se représenter ce que c'est. L'attachement, je suis très content, j'en ai beaucoup entendu parler là. On vous en a parlé largement ce matin avec Catherine Chanteloup, qui était très intéressante, l'intervention. Moi, je le définis comme un camp de base. Vraiment, vous imaginez un enfant qui est dans son bac à sable, qui joue avec des petits copains autour de lui. Et puis, il y a la figure d'attachement principale, dont on a parlé ce matin, souvent représentée par la maman, pas toujours bien sûr, mais on va dire que là, pour simplifier, que c'est le cas. L'enfant, il va expérimenter, il va être tranquille dans son bac à sable, et il va être détendu. Il va pouvoir expérimenter, rentrer en relation avec les autres enfants, éventuellement s'éloigner de maman, parce qu'il sait que s'il a un problème, s'il a un conflit avec un enfant, s'il sent en danger de celui, de cela, il va pouvoir courir vers maman et se rassurer comme ça. Et donc cet attachement, ça se construit majoritairement de 0 à 3 ans. Et cet enfant, du coup, il va pouvoir explorer le monde ensuite. Une fois que son attachement sera sécure, il va pouvoir aller explorer le monde. Et cette exploration du monde, ça va lui faire vivre des aventures où il va pouvoir renforcer son estime de soi. Et donc un peu la boucle est bouclée. Et moi je vous parle de tout ça, pourquoi ? Parce que Gaspard, là, le jeune homme dont on nous parle, il semble qu'il ait des difficultés dans sa construction. Il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment appréhendées pour lui, et du coup il est en difficulté, notamment pour rentrer en relation avec l'autre et se sentir en sécurité. Et je crois que c'est son plus grand souci. Vous voyez, il est dans l'évitement. Il est dans l'évitement émotionnel, il est dans l'évitement relationnel. Et le problème, c'est que ça l'emmène dans un évitement social. Et que finalement, il est en train d'être déscolarisé et que ça a de grandes conséquences dans sa vie. Et pour moi, c'est donc... là, si je lis ça, si j'analyse ça, quand j'entends Audrey s'exprimer de Gaspard comme ça, tout de suite, j'ai des flashs qui viennent un peu et qui me disent, ok, dans cette famille, il semble qu'il y ait une problématique autour du lien, de la connexion et de la sécurité, du camp de base. Vous voyez, si on revient un peu transgénérationnellement, c'est du côté de la maman, a priori, il y avait un problème d'alcoolisme, donc on peut imaginer une maman la mère de la mère qui allait pas très bien,
Et pareil du côté du père, où le lien avec le père vis-à-vis de sa mère est lui-même en difficulté. Donc les camps de base de cette famille semblent un peu flous. Et ça semble donc pas très étonnant que Gaspard soit en difficulté là-dessus. Je vais donc mettre l'accent là-dessus dans ma prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr un sujet sur l'estime de soi, qui est peut-être, dans ma vision, plutôt lié au père et au regard du père, qui est plutôt quelqu'un, semble-t-il, d'effacé, et qui a du mal à prendre sa place, et qui a du mal, du coup, à être exemplaire là-dessus, de dire, bah voilà, Gaspard, tout va bien, fais des aventures, apprends des choses, et confiance en toi. Donc ça va être un deuxième sujet, mais on l'a vu ce matin, la construction de l'attachement, elle est antérieure à la construction de l'estime de soi. Et donc ma priorité, là, ça va être de réparer quelque chose dans l'attachement et d'aller vers quelque chose qui est plus sécure pour qu'il puisse se rassurer, trouver à l'intérieur de lui son propre camp de base, devenir, on dit, moi j'aime bien se dire, devenir un bon père et une bonne mère pour soi-même. Et donc, petit à petit, l'emmener à être ça pour lui. Il a 16 ans, il est donc... Il a déjà un âge avancé, il y a tout ça qui va pouvoir être réparé. Et c'est là que je vais intervenir avec ma casquette de Gestalt thérapeute et les chevaux. Et le binôme que je vais incarner avec le cheval, je vais essayer d'incarner ça avant tout. Et pas seulement dans la pratique équestre ou dans les pratiques autour du cheval. C'est-à-dire que, vous voyez, pour moi, ça va englober l'ensemble de la façon dont la maman prend contact avec moi. Est-ce que c'est Gaspard qui vient me faire une demande? Est-ce que Gaspard a une demande? Ou est-ce que ça part seulement de la maman, de l'équipe? Ou est-ce que Gaspard il subit un peu ça et ça lui plaît pas? Et c'est quelque chose de très important dans la façon dont je vais apprendre les choses. Et je vais vraiment essayer d'avoir une demande de Gaspard. Gaspard, c'est quoi tes difficultés? Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Sur quoi tu voudrais avancer? Qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes dans ta vie? Et donc je vais partir de ça et bien sûr entendre les demandes d'Audrey et de sa famille. Et puis je vais déjà me concentrer sur Gaspard, et avec le cheval, on va essayer de devenir une figure de résilience. C'est-à-dire que je vais essayer d'incarner un autre camp de base. Vous voyez, plus on a de figures de résilience, plus on a finalement de chances et de possibilités d'évoluer dans la vie différemment. Donc on va déjà essayer de réparer ça, et puis petit à petit, une fois que la confiance sera établie, de tout un tas de manières qui ont été évoquées ici par mes collègues, je vais reconstruire ça, et petit à petit, je vais amener éventuellement la maman on va pouvoir du coup aborder les émotions, la communication, c'est comment la maman reprend cette place de maman rassurante, et je vais éventuellement l'aider à ça aussi. Pourquoi pas l'explorer elle-même? Qu'est-ce qui fait que ça peut être difficile pour elle de prendre cette place auprès de son enfant? Et une fois que ça va s'instaurer, je vais aussi, pourquoi pas, faire entrer le père. Et là, je vais chercher à ce que le père puisse valider les progrès de son enfant. Dire, bravo Gaspard, je suis fier de toi. Ça peut être très dur pour un papa, un homme, de dire, je suis fier de toi, un enfant. Ça semble pas grand-chose, et pourtant ça peut être très difficile, et c'est extrêmement réparateur pour un jeune homme comme ça, peut-être d'entendre dire ça. Voilà, donc j'ai pas envie de vous donner tout un tas d'exercices, parce qu'ils ont été déjà donnés là, et puis pour moi ça a moins de sens là. Mais voilà, j'avais envie de vous donner ma lecture de cette situation et de comment je l'appréhendais et comment j'avais envie de la traiter. Donc, mais c'est des mots qu'on a beaucoup entendus, hein, c'est le lien, etc. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager, moi, ce matin. Merci. Peut-être l'un ou l'une d'entre vous aurait un autre exemple d'accompagnement? Des questions? Vous avez faim? Bonjour à vous, merci. Alors, je me présente. Betty, je suis en formation médiation équine à la Fédération française d'équitation. Et je n'ai pas encore les moyens, comme vous, de faire des propositions de prise en charge. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir trois regards et trois façons de faire différentes avec ce que vous êtes. Et pour faire ces propositions, il faut aussi émettre des hypothèses. Et moi, je voulais juste vous poser la question du fait que, au-delà de ça, la question de la demande
et en ça, Monsieur Périou, vous avez partiellement répondu, en tout cas, à ma question, c'est que la demande, elle a été exprimée par qui? Parce que là, on a eu le témoignage de quelqu'un qui accompagne la famille, donc finalement, on peut partir du postulat que cette demande est faite par cette accompagnatrice, mais que finalement, sur la prise en charge qui peut être proposée, soit sur le fils, la fratrie, le père, la mère, etc., peut-être que va en ressortir, du coup, des demandes précises du jeune, de la famille, de la maman. Moi, j'ai entendu dans le témoignage aussi que finalement, quand il avait décidé de ne plus aller au collège, ça avait été un soulagement pour tous parce que c'était une angoisse qui était partagée par toute la famille. Et que peut-être aussi dans les prises en charge, on peut proposer aussi des temps de repos aux accompagnants, enfin aux personnes de la famille qui ont aussi besoin de se reposer. Voilà, et ben, merci de me répondre. Est-ce que vous pouvez poser une question claire? Parce que du coup, c'est pas si clair. Alors, c'était pas vraiment une question, c'était Okay. juste le fait de dire que en postulat ou en préambule, la demande, elle était qui demande la prise en charge, c'était pas très clair. Donc, ça vous a amené à poser une hypothétique réponse, mais finalement. Est-ce qu'on ne peut pas aussi recentrer sur le fait que la demande, elle est ni faite, enfin là, elle est faite par l'accompagnatrice, elle n'est pas faite par la famille, elle n'est pas faite par le jeune, juste, elle n'est pas en tout cas clairement demandée par la famille ou par le jeune. Voilà. Et je la trouve importante cette question parce que c'est quelque chose d'essentiel dans le soin. C'est soit la Gaspard, ou sa famille, ce sont des patients et ils attendent qu'on les guérisse, soit ils sont acteurs de leur évolution. Mais ça nécessite déjà d'avoir envie de changer. Et de dire, bah non, en fait, moi, Gaspard, peut-être qu'il vous répondra, en fait, ma vie, elle me convient, je vais plus au collège, je joue aux jeux vidéo et ma vie, elle est cool. Peut-être qu'il répondra ça. Peut-être que lui, là où il en est, ça le dérangera pas. Et donc, là, c'est un peu le risque du soignant et de son côté sauveur, qui veut dire, je veux sauver cette famille. Donc, cette notion, elle est essentielle et elle nécessite d'être clarifiée. J'ai pas de réponse à vous donner sur... là-dessus, voilà, on a effectivement une demande et à l'heure actuelle, je ne sais pas si, par exemple, Audrey en a parlé à la famille ou si elle est là en projet, en train de réfléchir. Tiens, j'ai pensé que peut-être la médiation animale-équine pourrait être une solution pour Gaspard et sa famille et qu'elle en parlerait dans un second temps. Mais effectivement, ça nécessite déjà d'établir un projet et d'en parler. Mais voilà, merci de soulever ce point qui me paraît important. Alors moi j'ai une proposition, je m'appelle Aude Ancel, je suis professeure de SVT en lycée. J'ai fait une formation en équithérapie et je réfléchis à comment concilier les deux, c'est pas simple. Et en fait, quand j'entends la relation du père avec le fils, ça m'a tout de suite fait tilt. Et en fait, le père ne comprend pas le problème de communication de son fils et ça va être une affreuse souffrance pour Gaspard. Et moi, j'aimerais bien mettre le père dans une situation pour l'aider à comprendre ce problème de communication. Donc, je le mettrai seul avec le cheval en lui demandant en lui proposant en fait de faire un travail à pied avec le cheval. Et sachant que quelqu'un qui n'a pas l'habitude du cheval, de toute façon, il va avoir des problèmes de communication avec le cheval. Il va être confronté en fait à ce problème de communication. Et j'aimerais bien susciter en lui, par des exercices comme ça, la compréhension du problème de son fils. Et si le père arrive à comprendre un petit peu l'enfermement dans lequel est son fils, je pense que ça va l'aider à être dans l'empathie, dans la compassion, et l'aider à peut-être susciter quelque chose pour qu'il ait envie de rejoindre son fils, en fait. Merci, je trouve que c'est une très belle proposition. Merci. D'où l'importance des regards croisés, d'où l'importance de la richesse de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, d'où l'importance de la richesse des complémentarités aussi. Je me réjouis vraiment chaque jour de pouvoir échanger avec les professionnels du soin. Moi, je suis éducatrice sportive, je suis ravie de l'être, mais vraiment les échanges sont fondamentaux. En hébreu, il se disait que le cheval existait pour aider l'homme à grandir. Je pense qu'on en est tous persuadés. Et surtout, n'hésitez pas à aller vers d'autres personnes référentes, encourager en tout cas tous les échanges. En ce qui me concerne, je m'enrichis chaque jour du retour que j'ai de
mes élèves. Évidemment, c'est pas toujours facile, il y a des bons et des mauvais moments. Je voudrais partager avec vous une petite anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière et qui m'a beaucoup émue. Il y a 15 ans, je recevais un groupe de jeunes ados venant d'un IME. Je les ai accueillis une fois par semaine pendant 3 ans. Et puis ensuite, la personne référente est partie et le projet a été coupé. Eh bien, ces jeunes sont toujours restés en lien avec moi. Merci les réseaux sociaux. Mais en tout cas, à leur demande, nous sommes restés en lien. Et la semaine dernière, il se trouve que l'une d'entre elles, que j'appellerai Albertine, m'a appelé personnellement pour me dire, écoute Véro, je tenais vraiment à te le dire de vive voix. Tu sais, on est ensemble avec Thomas. Thomas faisait aussi partie du groupe il y a 15 ans. On est toujours ensemble avec Thomas. Et puis, là, on a décidé de mettre en route un enfant. Et je voulais être la première à te l'annoncer. Donc, dans la qualité du lien qu'on peut mettre en place avec ces jeunes qu'on aide à grandir, je trouve ça fantastique. Et la deuxième anecdote, curieusement, la même semaine, lui, je vais l'appeler Albert. Albert, c'était le gamin le plus difficile du groupe. Il a eu nous avons eu tous les deux des grands moments de solitude dans le cadre des séances. Et ben ce gamin-là, il m'a envoyé sa petite carte professionnelle d'auto-entrepreneur paysagiste la semaine dernière. Il a eu un parcours extrêmélment chaotique toute sa jeunesse. Maintenant, c'est un jeune adulte. Et dimanche, on a rendez-vous pour qu'il vienne faire des travaux d'élagage chez nous, etc. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Je voulais vous le partager parce que d'abord c'est tout récent. Et pour vous dire que que l'on soit thérapeute ou éducateur sportif, je pense qu'on a tous la chance de pouvoir guider et de pouvoir compter dans la vie des personnes que l'on reçoit. Et ça, c'est juste énorme. D'autres questions ? Alors, merci pour votre attention et à table. Ah, pardon, non. Tant pis pour l'apéro. On a le temps, je pense. Ah, on est en avance, on a le temps. Oui, donc à nouveau, Ophélie, moi, ce recul par rapport à l'historique de la famille me fait peut-être penser à une solution différente. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. D'éventuellement prendre d'abord chaque membre de la famille de façon individuelle, parce qu'il semble qu'ils aient chacun besoin de se reconstruire de façon individuelle avant de pouvoir recréer les liens dans la famille. Vous en pensez quoi ? Je crois qu'on en revient. Sur le principe, en théorie, c'est une bonne idée. En pratique, c'est très peu probable qu'il y ait une envie de tous les membres de la famille de faire ça. On présente, vous voyez, déjà parler de chevaux à quelqu'un qui connaît rien aux chevaux, dire bon, c'est quoi votre truc bizarre ? Je pense que vous voyez, pour attirer, par exemple, le père, s'il a aucun attrait pour ça, je pense que ça va venir d'abord du fils. Ça va tourner autour du fils. Et je pense que il va éventuellement s'intéresser à ça, mais l'emmener, peut-être ça va être possible, hein, je ne dis pas, mais le généraliser ça me paraît ça me paraît avoir peu de chances de se produire, et surtout la personne, encore une fois, ne sera pas forcément demandeuse et donc elle se demandera un peu ce qu'elle fait là. Oui, parce que jusqu'à présent, dans les différentes solutions, on finit quand même par amener la famille autour du cheval. Ça c'est pareil, c'est un peu en théorie, parce qu'en fait c'est pas forcément ce qui va se passer, tout peut être vrai. Peut-être qu'en fait, ça va juste bien se passer avec Gaspard, qu'il y a des choses qui vont se résoudre, et du coup, il y a des choses qui vont se résoudre dans la famille. C'est une possibilité, parce que là, on parle plutôt de la prise en charge de la famille dans son ensemble, mais on ne sait pas trop comment ça peut être appréhendé. Merci. Pour rebondir sur cette question, évidemment, on est parti là de situations un petit peu virtuelles. Il faut aussi être assez lucide sur les difficultés de la mise en place de ce que l'on aimerait faire. Il y a ce qu'on aimerait faire et ce qui pourrait être pour nous optimal, et il y a la vraie vie.
Et la vraie vie, vous la connaissez tous, ce sont les budgets limités, les contraintes administratives et de responsabilité et contraintes logistiques aussi pour déplacer la famille sur le lieu d'accueil. Déplacer chaque membre de la famille l'un après l'autre, ça paraît encore plus difficile. Bien sûr, ce serait bien, mais il est parfois difficile de s'adapter aux contraintes des uns et des autres. Et c'est souvent très frustrant. À ce sujet, je me permets d'intervenir. Donc, Alexandra, chef de service en protection de l'enfance. Et effectivement, nous, on travaille beaucoup avec des familles dans le cadre de l'aide contrainte. Et il existe des formations très intéressantes sur les leviers qu'il est possible d'utiliser, même dans le cadre d'une aide contrainte. Parce qu'effectivement, il faut voir quelle est la demande d'origine, de qui elle émane. Celui-ci sera peut-être plus volontaire que le reste de la famille. Et effectivement, pour les autres, quel est l'élan qu'on peut créer autour de la première motivation, qui peut être j'en ai marre qu'il soit sur ces jeux vidéo ou autre sujet. Ou alors j'en ai marre que mon frère m'agresse. Et ça peut être le levier pour les autres membres. Et alors, si nous souhaitions accueillir plus de familles, vers quels organismes pourrait-on se tourner qui soient justement spécifiquement dédiés à l'accompagnement familial ? Alors, excusez-moi, par rapport à votre question, c'était plutôt pour les services d'accompagnement familial, c'est ça, ou autour de la parentalité ? Nous, en tant que centre équestre ou thérapeute, là, en l'occurrence, Audrey, elle est éducatrice spécialisée en hôpital de jour, donc elle accueille les ados. L'accueil de sa famille, j'en ai parlé avec elle, c'est un projet qui lui tiendrait à cœur, mais son chef de service, pour le moment, il n'est pas OK. Il y a peut-être d'autres institutions qui sont spécifiquement dédiées à la famille et à l'accompagnement familial. Voilà, comment est-ce qu'on peut les identifier ? Alors, il semblerait qu'il y ait des nouveaux financements pour des professionnels consultants en parentalité dans les départements. Alors, c'est quelque chose de très récent. C'est quelque chose qui vient un peu en prévention avant les actions éducatives, AEMO ou les mesures d'assistance éducative. Donc, ça pourrait être une porte d'entrée, effectivement, dans l'accompagnement à la parentalité au domicile et qui peut être votre relais à cet endroit, oui. Alors, je fais une petite demande à l'IFCE, puisque la parentalité et l'accompagnement familial était le thème du colloque. Est-ce que dans la bibliographie déjà très riche de vos sources, est-ce que vous pourriez nous guider vers des structures, regroupements, institutions vers lesquelles on puisse proposer justement des accompagnements familiaux ? Donc, je me permets, si tout le monde a terminé, oui. Donc, moi, c'est pas vraiment une proposition par rapport à la situation. Donc, Sandra Fatto, j'ai dit hier déjà, donc je suis hypothérapeute formée en Belgique, comme mon accent le fait remarquer, et praticienne en médiation animale. Donc, dans une situation X, il pourrait y avoir pas mal d'hypothèses et de propositions. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse, mais qui pour moi vaut la peine d'être soulignée. Une intervenante aujourd'hui a parlé du prendre soin de soi. Donc, avant de prendre soin de l'autre, nous qui sommes accompagnants, thérapeutes, nous sommes invités à prendre soin de nous-mêmes et à être supervisés. Et donc, moi, je voudrais avant tout remercier toutes les personnes que j'ai entendues ce matin pour les apprentissages reçus ou redécouverts ou réentendus, des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres un peu moins, parce que c'est en fonction de notre parcours et de la personne que l'on est, de nos particularités. Mais c'est vrai que mettre un point d'honneur sur le fait que tout hypothérapeute et équithérapeute est vraiment invité à prendre soin de lui. J'entends parfois des personnes dire « oui, mais moi j'ai fait une thérapie à tel moment, moi j'ai fait ça ». Mais en fait, il s'agit de faire, non seulement d'avoir travaillé un minimum sur soi, mais de pouvoir être toujours supervisé. Et quand j'entends, par exemple, les différentes propositions par rapport à Gaspard, je peux entendre
que chacun va parler avec la personne qu'il est, avec ses particularités, avec ses paramètres. Et c'est là que c'est intéressant d'être supervisé pour qu'une personne extérieure à nous, et justement extérieure à nous émotionnellement, puisse nous ramener à qui nous sommes, afin que nous puissions justement laisser la personne que nous recevons en hypothérapie, la personne qu'elle est. Être attentive aussi dans l'accompagnement, et je le dis, mais je vous le dis, je me le dis, parce que c'est pour ça que je suis constamment supervisée, c'est à ne pas tenter de réparer chez l'autre, à travers notre technique, à travers nos capacités, nos qualités, nos diplômes et tout ce qu'on veut, des blessures qui au final nous appartiennent. Moi, je me rappelle quand j'ai terminé ma formation en hypothérapie, notre formatrice nous avait dit « Vous aurez des personnes qui frappent à votre porte, bien souvent des personnes dans lesquelles, d'une manière ou d'une autre, vous allez vous reconnaître. C'est-à-dire des personnes qui viendront en effet miroir. » Donc le cheval, il est effet miroir pour chacun de nous, mais aussi les personnes qui frappent à notre porte. D'où l'importance pour moi d'être supervisée très régulièrement et de pouvoir justement faire la différence entre qui je suis, mon alignement, mon histoire, mes paramètres, mes propres blessures et comment je rencontre l'autre, comment je rencontre l'autre dans qui il est réellement et comment moi, en tant que thérapeute, hypothérapeute, je veille à ne pas faire un amalgame entre mes besoins et ce que je vais tenter de réparer, même en proposant quelque chose qui, à la base, est pour aider l'autre. Donc voilà, je voulais parler de la supervision que je trouve très importante et malheureusement beaucoup d'accompagnants ne sont pas dans cette optique-là ou pensent ne peut-être pas en avoir besoin ou peut-être s'autosuffire. Moi, j'ai déjà entendu des hypothérapeutes qui disent « Moi, ma thérapie, c'est être avec mes chevaux. Voilà, je fais des inspire-expire et je suis avec mes chevaux. » Oui, c'est vrai. Moi, je peux faire aussi cette expérience avec mes chevaux. Mais je sais aussi que mes rencontres régulières avec mon thérapeute, mon superviseur, sont vraiment d'une importance capitale pour que justement, je ne me perde pas non plus à vouloir réparer l'autre, ce qui est à réparer, parce qu'on est en constant cheminement, ce qui est à réparer à l'intérieur de moi. Donc je voulais juste attirer l'attention sur ces points-là. Merci pour cette intervention. Je rajouterais juste qu'avant d'en arriver à une situation dans laquelle on pourrait être supervisé, j'encourage surtout à se former, que l'on soit thérapeute ou enseignant d'équitation. La formation, c'est pour moi une condition sine qua non de l'enrichissement, en tout cas de ce que l'on peut faire. Et en tout cas, dans mon métier en équitation, je pense que on a des métiers potentiellement sclérosants et que j'incite vraiment tous les enseignants d'équitation à aller vers la connaissance, que ce soit dans le cadre d'encadrement public en situation du handicap, mais que ce soit aussi en connaissance scientifique et théologique. Je trouve que c'est un avis très personnel. Je trouve que notre milieu est assez immobile d'une manière générale. Et donc, s'il y a des enseignants d'équitation dans la salle, je leur dis surtout, bougez-vous, allez vous former, faites des kilomètres, prenez du temps sur le peu de temps libre que l'on a parce qu'on a des métiers très prenants. Donc, des fois, il faut prendre une nuit d'hôtel, des fois, il faut aller loin. Il y a des formations qui existent. Allez les chercher. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas étouffer par les contraintes de nos métiers qui sont nombreuses, même si nous faisons de beaux métiers. Donc, bougez-vous.